monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et comme chaque semaine, une petite piqûre de rappel indolore, celle-là, n'oubliez pas de commenter nos vidéos, de les partager et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air si vous êtes sur YouTube. Tout ça améliore notre visibilité, alors je compte sur vous. À la une de cette édition, la crise diplomatique entre Paris et Alger. En campagne pour un second mandat, Emmanuel Macron a tenu des propos jugés polémiques sur l'histoire algérienne. Un épisode qui pourrait compromettre la coopération dans la bande sahélo-saharienne. Également au programme de ce journal, nous irons à la rencontre de l'entreprise bretonne La Coop des Masques. Après avoir répondu à l'appel du gouvernement pour relocaliser la production de masques, l'entreprise tire à présent la langue, faute de commandes suffisantes. Et puis nous nous intéresserons aux révélations des Pandora Papers. Après le scandale d'évasion fiscale au Panama il y a quelques années, ces fuites montrent comment plusieurs personnalités de premier plan jouent au chat et à la souris avec le fisc. Le torchon brûle entre Paris et Alger. Des propos prêtés au président français sur le pouvoir algérien ont provoqué la colère des autorités du pays qui ont rappelé leur ambassadeur à Paris. Élément d'explication avec Olivier Frère-Jacques. Le président de la République s'offre une petite crise diplomatique avec l'Algérie. En cause, des propos attribués au chef d'État français Emmanuel Macron sur la politique algérienne. Des propos que lui prête le journal Le Monde et qu'il aurait prononcés le 30 septembre dernier devant un petit parterre de jeunes, petits-enfants de pieds noirs, de soldats de Harki et de militants du FLN. Emmanuel Macron aurait alors évoqué le, je cite, « système politico-militaire algérien » et décrit un pays qui s'est bâti sur une histoire réécrite sur un discours de haine contre la France, qui se serait également construit sur la rente mémorielle, un État qu'Emmanuel Macron décrit comme fatigué par le mouvement de contestation dit Irak. En outre, le pensionnaire de l'Élysée aurait évoqué une histoire officielle complètement réécrite. Le président est même allé jusqu'à interroger sur l'existence ou non d'une nation algérienne avant la colonisation française, mais aussi sur le rôle qu'a joué la Turquie dans l'histoire de ce territoire. Des mots inédits dans la bouche d'un président français. Depuis la présidence Chirac, la diplomatie française a en effet une fâcheuse tendance à la repentance, mais ses propos témoignent d'une chose: l'actuel président est tellement sûr de lui qu'il est même prêt à s'attaquer à ce tabou, même si du reste un rétropédalage est très probable dans les jours à venir. Résultat des mots du président, Alger a rappelé samedi son ambassadeur en poste à Paris et publié un communiqué dans lequel l'État maghrébin affirme rejeter toute ingérence dans ses affaires intérieures. Dimanche, l'Algérie a même interdit aux avions français de survoler son espace aérien afin de rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne dans laquelle sont déployées les troupes françaises de l'opération Barkhane. Pour Lou Vialet, spécialiste de l'Afrique et auteur notamment de l'ouvrage « La fin du franc CFA », cette mesure revient à affaiblir l'Algérie. Pour l'Algérie, c'est un affaiblissement de sa sécurité nationale. Ça fait depuis 2013 que l'opération Barkhane est présente sur les flancs ouest de l'Algérie et protège la sécurité nationale algérienne, à la fois avec des soldats sur le terrain, des matériels militaires et nos avions. Et par cette décision, ils vont affaiblir leur plus grand allié au Sahel, donc ils affaiblissent leur sécurité nationale. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie des terroristes qu'on a aujourd'hui à nos frontières sont des anciens du GIA algérien. Donc c'est bien la preuve que l'Algérie est incapable de maîtriser sa propre sécurité et qu'elle a besoin d'alliés. Un pays qui a besoin d'alliés et qui peut s'avérer un partenaire utile à la France dans la lutte contre le terrorisme et contre l'immigration. C'est justement à ce sujet que cette anicroche diplomatique est riche en enseignements pour la France et l'Europe. Le second point, c'est pour la France et l'Europe. C'est un point important puisqu'il nous donne des informations sur le retour des migrants et sur le refus des pays d'accueil d'accueillir leurs propres migrants et donc sur des outils qui finalement ne nous servent pas ou nous servent peu dans notre politique migratoire. C'est-à-dire que l'idée attentiste qu'on a en France qu'il suffirait d'expulser des migrants pour rétablir une forme d'équilibre migratoire et lutter contre l'immigration de masse, eh bien ça ne marche pas, puisque les pays d'origine les refusent, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Je pense même à la Gambie qui, il y a quelques mois, avait refusé des migrants qui venaient d'Allemagne. Et c'était une très grande récipiendaire d'aide publique au développement. Des pays récipiendaires d'aide au développement qui refusent le retour de leurs nationaux. Témoignage du déséquilibre qui anime les relations entre la France et ses partenaires africains. Un déséquilibre basé sur un rapport de force qui tourne souvent à la défaveur de la France, qui s'embourbe dans une repentance néfaste. Pour Lou Vialet, la clé pour la France se situe justement dans ce changement de rapport entre États. Que l'Algérie, mais aussi que d'autres régimes au sud de nos frontières, commencent à avoir peur de nous, à avoir peur de nos réactions et réapprennent le respect. Ça passe par un changement, pas seulement dans l'attitude, mais dans la mentalité. C'est-à-dire tout simplement une forme d'ouverture
française à sortir des complexes qu'on avait issus de la colonisation et bien à savoir rétablir du rapport de force. Rétablir du rapport de force et sortir des postures difficiles de savoir si Emmanuel Macron entend rompre avec la repentance de ses prédécesseurs ou s'il joue une partition en vue de 2022, une année de scrutin présidentiel qui coïncidera avec les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Nous travaillons d'arrache-pied pour que la France devienne autonome en masques. Cette phrase a été prononcée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire en mars 2020, au début de la crise du Covid-19. Un an et demi plus tard, les entreprises françaises qui ont joué le jeu ont un carnet de commandes qui crie famine. Les Français, à commencer par l'État, préfèrent des masques bon marché en provenance d'Asie. Une hypocrisie que l'entreprise La Coop des Masques, installée en Bretagne, a du mal à avaler. Un reportage d'Antoine Bernard. Alors la Coop des Masques est née pendant la crise sanitaire de l'année dernière. Oui, on a beaucoup de stocks, mais ça ne vient pas de notre fait à nous. Malheureusement, c'est les entreprises françaises qui ne jouent pas le jeu en fait avec nous. Je suis Jessica Lebadézé, responsable de la communication à la Coop des Masques. La Coop des Masques a été créée en juin 2020 sous forme de SIC. Donc c'est une forme coopérative. Une SIC, ça permet à plusieurs catégories de personnes en fait de prendre des parts sociales à la Coop des Masques. C'était surtout un rebond à une fermeture d'usine de masques qui a été fermée à Plaintel en 2018. D'anciens salariés et des citoyens se sont mobilisés tous ensemble pour relancer la production de masques en Bretagne. Nous, c'est vraiment que pour les professionnels à la base. On a même un minimum de commandes qui est assez élevé puisqu'on est vraiment sur des productions industrielles. J'ai 44 ans. Et ici, je suis conducteur de ligne. Ça consiste à gérer la ligne de production, donc à avoir nos masques qui sont conformes et à ravitailler la ligne, ainsi que de gérer nos agents de production qui sont sur la ligne, quoi. Je suis là depuis le début, donc depuis le début janvier, et on fait partie des actionnaires aussi. On a 10 parts à prendre en fait en tant qu'employé, quoi. On a fait l'inauguration fin janvier. Et donc voilà, absolument dans l'euphorie. Puis après, on est rentré assez vite dans la routine de la production, avec ses hauts et ses bas. Des fois, les machines ne fonctionnent pas. Et puis voilà. Et puis, assez rapidement, en septembre, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un problème de surproduction. En fait, pas de surproduction, mais qu'une production, elle n'était pas achetée. Je pensais vraiment que c'était quelque chose qui allait vraiment marcher directement, surtout à Guingamp, dans une ville où il y a beaucoup d'usines agroalimentaires. Donc nous, on s'est dit que ça allait vraiment marcher, que ça allait décoller. Surtout, on est en France et les gens veulent des produits français, quoi. Donc c'est un peu incompréhensible aussi. On va un peu à l'encontre de ça, à l'envers, quoi. 95% des achats de masques en 2020 ont été faits en Chine. Donc on s'est dit, il faut dire à tout le monde que si on continue comme ça à tous acheter des masques moins chers fabriqués en Asie, eh bien ça va être des emplois qui vont être perdus et puis on va se retrouver dans des situations de flux tendus et de pénurie si on revenait à être dans une consommation importante. Donc là en ce moment, on n'a qu'une seule machine malheureusement qui est en marche. La FFP2 est à l'arrêt pour le moment. Donc dû au stock de FFP2, en fait, on a énormément de stock de FFP2. Tout le stock qu'on voit là, c'est... Voilà, tout le stock qu'on a autour de nous, en fait, tous les cartons qu'on a entreposés, donc c'est vraiment que du FFP2. On a un peu de chirurgicaux dedans, mais vraiment la plus grande majorité, c'est vraiment du FFP2, quoi. Et c'est pour ça que cette ligne est à l'arrêt pour le moment, quoi. On attend de vider un peu les stocks afin de la remettre en route, quoi. Ça va de soi qu'on n'atteindra jamais des prix asiatiques. En revanche, on crée de l'emploi. En revanche, ça revient dans l'économie française. Et puis, c'est aussi super chouette en termes d'engagement environnementaux et d'engagement sociétaux parce que nous, on a plein de super idées à côté pour aller encore plus loin dans le projet des masques. Mais donc là, on s'est dit vraiment la gorge nouée. On s'est dit, il faut qu'on lance un appel au secours et que les gens prennent conscience que pour maintenir ces emplois, pour maintenir une fabrication française qui avait été demandée il y a un an, faut consommer français. L'élite
L'Égypte mondialisée excelle toujours dans l'évasion fiscale généralisée. Du roi de Jordanie, en passant par Shakira ou Dominique Strauss-Kahn et Tony Blair, plusieurs célébrités et dirigeants actuellement en exercice sont épinglés par les révélations des Pandora Papers. Explication, Vincent Mouillet. La boîte de Pandore fait le malheur du Gotha mondial. 5 ans après les révélations des Panama Papers, une nouvelle enquête publiée dimanche révèle l'existence de plus de 29 000 sociétés offshore à travers le monde, utilisées par des personnalités diverses et variées du gratin mondial. Parmi elles, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, la chanteuse colombienne Shakira ou l'ex-président du Fonds monétaire international, le sulfureux Dominique Strauss-Kahn. On apprend ainsi que DSK, dont l'une des missions au FMI consistait officiellement à lutter contre la corruption, a fait transiter plusieurs millions de dollars d'honoraires de conseil à des entreprises par une société marocaine exempte d'impôts. Quant à Tony Blair, celui qui déclarait il y a 30 ans, je cite, « Pour ceux qui peuvent recourir aux bons comptables, le système fiscal est un paradis d'escroquerie, d'avantages et de profits », a eu recours à une société offshore pour s'acheter une maison de luxe d'une valeur de 7,3 millions d'euros, privant le fisc britannique de près de 400 000 euros. Mais les révélations les plus graves concernent des dirigeants actuellement en exercice. Au cœur de ces Pandora Papers, un roi, 7 présidents et 4 premiers ministres. Un manque d'exemplarité et de patriotisme évident, mais pas illégal. En effet, ce que pointent ces Pandora Papers, c'est surtout la perpétuation d'un système au bénéfice de ceux qui portent des discours anticorruption sur le devant de la scène. Abdallah II, le roi de Jordanie, pays dépendant de l'aide financière internationale, s'est constitué un véritable empire immobilier estimé à plus de 100 millions de dollars en recourant à une trentaine de sociétés écrans pour dissimuler son identité. Autre chef d'État pris la main dans le sac, le président kényan Uhuru Kenyatta, celui qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille en obligeant les officiels kényans à la transparence quant à leur patrimoine, est propriétaire d'une fondation au Panama. Plusieurs membres de sa famille possèdent en outre plus de 30 millions de dollars dans des comptes offshore. Rien de particulièrement nouveau dans ces Pandora Papers, sinon que les noms épinglés sont différents de ceux des Panama et Paradise Papers. En réalité, ces révélations ont assez peu d'impact sur la question de l'évasion fiscale en tant que telle. Les combines évoluent plus vite et de nouveaux paradis fiscaux prennent le relais à mesure que les anciens se convertissent à la transparence. On constate néanmoins que ces révélations finissent par porter leurs fruits. L'onde de choc provoquée en 2016 par les Panama Papers avait en effet entraîné la démission du Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et du chef du gouvernement du Pakistan, Nawaz Sharif. La chasse aux fraudeurs qui s'en était suivie avait également permis, selon le consortium, aux États du monde entier de récupérer 1 milliard d'euros à l'échelle mondiale, soit 13 fois moins que l'estimation de l'évasion fiscale en France, laquelle est agrémentée, bien sûr, de la fraude sociale à laquelle les journalistes du consortium international ne s'intéressent pas. Et on part à présent avec Thibaut Bastide pour faire le tour de l'actualité en bref. Lancement de campagne pour Nicolas Dupont-Aignan. Dimanche, le président de Debout la France lançait officiellement la course à l'Elysée au cirque d'hiver à Paris. Candidat pour la 3e fois, l'ancien maire de Hyères dans l'Essonne publie également un nouveau livre, Où va le pognon ? Nicolas Dupont-Aignan a fustigé le quinquennat Macron en considérant que l'imposture fut totale et en critiquant largement les décisions relatives à la crise du Covid-19. Aucun pass sanitaire n'était réclamé pour assister à l'événement, ce qui limitait le public à 500 personnes. Le nom d'Éric Zemmour n'a pas été prononcé. Pour autant, il était dans certains esprits puisque des responsables de Debout les Jeunes ont fait savoir qu'il rejoignait les soutiens du journaliste le 1er octobre dernier. Nicolas Dupont-Aignan est aujourd'hui crédité de 2 à 3% dans les intentions de vote selon les études. Macron au refuge. Lundi, le président de la République en campagne pour un second mandat a visité un refuge de la Société protectrice des animaux à Gray en Haute-Saône. Une opération séduction pour les défenseurs des animaux, un an après le lancement du plan de lutte contre les abandons. Un plan dont les résultats sont loin des espérances puisque l'on assiste au contraire à une recrudescence d'animaux de compagnie abandonnés. En effet, beaucoup de Français abattus par le confinement avaient fait le choix d'adopter des animaux, une décision souvent prise à la hâte. Après le retour à la normale, les animaux habitués à vivre dans un cocon ont été laissés seuls toute la journée pendant que leurs propriétaires étaient au travail. Une situation anxiogène qui conduit à des destructions dans la maison. De plus, la crise économique engendrée par les décisions gouvernementales n'arrange pas les choses. Emmanuel Macron aura donc du mal à faire croire qu'il œuvre pour le bien-être des animaux comme de la population.
Après Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, invité samedi dans l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé sur France 2. Le candidat LFI à la présidentielle a dû encaisser les nombreuses attaques de la co-animatrice. La raison, l'ego surdimensionné de Léa Salamé qui n'a pas vraiment apprécié que Jean-Luc Mélenchon préfère débattre avec Éric Zemmour sur BFM TV plutôt que d'être le premier invité de l'émission Élysée 2022 animée par Léa Salamé et Thomas Soto. Mais le chef de file de la France Insoumise ne s'est pas vraiment laissé faire en rétorquant « Le jour où vous aurez une émission qui fait autant de voix que moi aux élections, vous viendrez me démentir ». Une allusion à peine déguisée à la faible audience d'Élysée 2022 qui n'a rassemblé qu'un petit million de téléspectateurs quand dans le même temps, le débat Zemmour-Mélenchon en a rassemblé 4 fois plus sur BFM. Aimer ou détester, la mort de Bernard Tapie n'a laissé personne indifférent. L'homme aux multiples casquettes professionnelles est décédé dimanche à l'âge de 78 ans. Bernard Tapie souffrait d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac. Son état de santé s'était d'ailleurs dégradé lors des derniers mois. Selon un communiqué, il est parti paisiblement entouré de sa femme, ses enfants et de son frère. Dirigeant d'entreprise, propriétaire d'Adidas, de l'Olympique de Marseille, député des Bouches-du-Rhône et ministre de Pierre Bérégovoy, Bernard Tapie aurait une vie riche, ponctuée également d'affaires judiciaires, notamment pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais. Il a également été condamné pour corruption, subornation de témoins et fraude fiscale. La messe pour les obsèques de celui qui était surnommé le boss aura lieu vendredi à 11h à Marseille. Un nouveau Premier ministre au Japon. Ce lundi, Fumio Kishida, 64 ans, a été élu à la tête du gouvernement par la Chambre basse du Parlement. L'élection de l'ancien ministre des Affaires étrangères était jouée depuis son accession à la tête du PLD, le parti libéral-démocrate qui domine la vie politique japonaise. Il succède à Yoshihide Suga, très fortement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire et le maintien des Jeux Olympiques. Reste maintenant à nommer son équipe gouvernementale avant les élections législatives qui doivent se tenir en novembre au plus tard. Le PLD est toutefois quasiment assuré de les remporter de nouveau, mais pourrait tout de même perdre quelques sièges. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, le Belge Jérôme Munier présente son nouveau parti patriote pour redresser la situation en Wallonie. Les problématiques sont les mêmes. Vous dites pauvreté, désindustrialisation. Donc on a vraiment exactement immigration massive. On a les mêmes problématiques dans le nord de la France qu'en Wallonie. Il n'y a plus d'industrie, il y a un chômage de masse, il y a une immigration de masse, et donc les problématiques sont exactement les mêmes. Par contre, nous avons 20-30 ans de retard. Parce que dans le nord de la France, le Front National ou d'autres partis patriotes n'étaient pas aussi forts il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et donc, on se dit que la même chose peut arriver en Wallonie. Là où les partis de gauche sont en train de monter, donc le peuple vote maintenant pour les communistes, on espère que le peuple va voter pour nous en 2024. Également au programme ce soir, Politique Éco, Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent Claude Reichmann. Ils reviennent sur les libertés confisquées aux Français. Tout de suite, c'est François Billot-de-Lochner pour Mes libertés politiques. Merci à tous pour votre fidélité. À demain, même lieu, même heure. Bonsoir. Retrouvez Mes libertés politiques avec terredefrance.fr, parfums et accessoires solidaires du monde rural. « 800 000 voix ». C'est le très attirant potentiel électoral des descendants des harkis, ces valeureux combattants, supplétifs musulmans, qui, aux heures les plus sombres de la guerre d'Algérie, firent le choix courageux de la France contre les barbares du FLN. Malheureusement, aujourd'hui, pour la Macronie, la question n'est pas de savoir si ces gens-là ont droit à notre gratitude éternelle, si nous avons une dette morale envers eux pour le sacrifice qu'ils ont pu faire de leur bonheur, de leur avenir, de leur terre natale et parfois même de leur vie pour l'amour de la France. Non, 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 non. La question n'est pas là. La seule vraie question qui importe à Macronor Repentor est la suivante. Est-ce que ces gens-là et leurs familles vont voter pour moi ?
Comme ces communicants et stratèges de campagne ont répondu à cette interrogation par la positive, Macranor, repentor, a mis les petits plats de couscous dans les grands plats de kebab et a décidé de sortir le grand jeu. Dans un vibrant discours, il a demandé pardon aux harkis pour l'abandon de la France, pour la lâcheté des dirigeants qui ont rechigné à les accueillir quand ils ne les ont pas laissés aux mains de leurs tortionnaires. Pardon aussi de les avoir laissés croupir dans des zones métropolitaines indignes pour ceux qui ont eu la chance, malgré tout, d'être rapatriés en France. Ce pardon sera assorti d'une loi de reconnaissance et de réparation. Si, avec tout ça, nos chers harkis ne votent pas pour lui, c'est que franchement, ce sont vraiment des ingrats. Et ils représentent tout de même 800 000 voix, bigre de bougre. Au nom de sa petite, mesquine, insupportable arithmétique électorale, Macrominus a oublié que les harkis sont peut-être plus que la moyenne des gens d'honneur et qu'ils ne se laisseront peut-être pas acheter aussi facilement. Car quel crédit peut-on accorder à un type qui, il y a quelques mois, s'aplatissait comme un tapis de prière devant les Algériens et battait sa coulpe au motif que la colonisation française en Algérie était un crime contre l'humanité? Alors que le crime contre l'humanité qui a été commis désigne évidemment les révolutionnaires indépendantistes algériens qui ont éliminé, dans des conditions atroces, tous ceux qu'ils assimilaient aux amis de la France, c'est-à-dire des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et donc, pour synthétiser, Macrominus demande pardon aux Algériens pour une colonisation qui a fait brillamment émerger un pays qui n'existait pas avant la colonisation et espère ainsi recueillir le vote des Africains du Nord installés en France. En même temps, il demande pardon aux harkis massacrés par les mêmes Algériens dans des conditions épouvantables avant et après le départ des Français. Comprenne qui pourra ce « en même temps » imbécile. En ce qui me concerne, j'avoue aimer les harkis, mais ne pas aimer du tout ces pardons électoraux à répétition qui, parce qu'ils sont purement électoraux, déshonorent la France. Le « en même temps » a des limites pour l'Algérie comme pour la France. Je vous souhaite une très bonne soirée.